la formation en scénologie en France, utopie ou réelle nécessité? Je crois connaître la réponse. Voilà, alors on quitte un peu la technologie et je vous rappellerai quand même quelques mots sur l'incidence et la mortalité des cancers du sein aujourd'hui et surtout demain. Et donc, comme l'a dit Khalid, le cancer du sein est largement, et ça tout le monde le sait, le premier cancer de la femme avec 62 000 nouveaux cas. Lorsque j'ai commencé, on en avait 25 000. Donc, il y a une franche augmentation. C'est un cancer qui reste grave, avec quand même toujours, malgré tous les progrès qu'on a fait, 12 000 morts par an. Et une progression donc de 104% en 30 ans. Et si on se projette un peu à 2040, c'est bientôt 2040, hein, c'est dans 15 ans, eh bien, vous voyez une augmentation attendue de la mortalité par cancer du sein. Augmentation de l'incidence, on le comprend bien avec l'augmentation de l'espérance de vie, etc. Mais une augmentation de la mortalité. Ça doit nous préoccuper. Alors, c'est le premier point à avoir en tête, un cancer qui va progresser, qui va sans doute nous préoccuper sur le plan mortalité. Deuxième point, et ça on l'a vu depuis le début de la session, c'est un cancer dont la prise en charge a bien changé. On a des diagnostics préopératoires beaucoup plus complexes qu'avant. On m'envoie maintenant des femmes avec des cancers de 1 mm. Avant, on ne les trouvait pas. On envoyait du centimétrique. Donc, on a du tout petit. Et les patientes ont évidemment une exigence de qualité esthétique quand on opère 1 mm, en disant qu'il faut que ce soit bien, c'est tout petit. Mais comme c'est 1 mm, on ne le trouve pas et on risque de faire des chirurgies extensives pour le trouver. Donc cette difficulté diagnostique. La deuxième chose, c'est l'attente des patientes. Elles sont évidemment exigeantes vis-à-vis de la qualité qu'elles attendent de nous. Elles veulent de la reconstruction immédiate, elles veulent de l'oncoplastique, elles veulent la conservation du mamelon et de l'aréole, elles veulent des curages, même quand elles sont positives, des curages qui soient vraiment ciblés, qu'on n'enlève que les ganglions cancéreux et pas les autres. Et tout ça s'intègre dans un progrès pharmacologique énorme avec des tas de traitements qu'on a depuis quelques années, qu'on n'avait pas avant. Je pense aux inhibiteurs de CDK4/6, à l'immunothérapie, etc., qu'il faut intégrer. Et les associations de patientes, il y en a beaucoup dans le cancer du sein et elles sont exigeantes et elles ont raison de l'être avec nous. Et je vous montre une des phrases d'une association. Chaque patiente doit bénéficier à chaque étape de sa prise en charge de procédures de diagnostic optimisées, d'une chirurgie qui soit adaptée, de thérapies personnalisées, dispensées au bon moment par une équipe spécialisée dans un environnement adéquat. Donc les choses sont complexes. Donc, est-ce que ces nouvelles données, à la fois épidémiologiques et thérapeutiques, doivent conduire à repenser la formation des chirurgiens scénologues en 2023 ? C'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et je dirais, pour répondre à cette première question, ce qui me paraît essentiel, c'est est-ce qu'il y a un lien prouvé entre la formation du chirurgien scénologue et la mortalité par cancer du sein ? Est-ce que ça a été montré ? Alors, je vais dire oui. Ça a été montré déjà la première fois, je me souviens, c'était en 1996. C'était une équipe écossaise qui avait montré ça. Ils avaient suivi à peu près 4000 femmes atteintes d'un cancer du sein qui avaient été opérées. Suivi long, hein. Toujours en scénologie, il faut avoir du recul pour savoir si les femmes vont mourir de leur pathologie. Et qu'est-ce qu'ils ont pu montrer ? Eh bien, après ajustement de l'âge de ces femmes, de la taille de la tumeur, de leur atteinte ganglionnaire, de leur statut socio-économique, oui, il y a bien une réduction du risque de décès lorsque les femmes ont été opérées par des chirurgiens formés. Et dans cette équipe, la réduction du risque de décès était de 16%, ce qui n'est pas rien. Et ils ont vu ça pour toutes les catégories d'âge de femmes, pour toutes les tailles tumorales, que les femmes aient un petit cancer qui touche les ganglions ou pas. Donc même pour un petit cancer, c'était mieux d'être opéré par un chirurgien formé. On avait critiqué cette étude, parce qu'on avait dit quand même, c'était un peu rétrospectif, on n'est pas sûr que ce soit très bien. Donc il y a une nouvelle étude qui a été refaite, pas 4000 femmes cette fois-ci, mais quasiment 30 000 femmes, en 2003, étude américaine. Et là aussi, les auteurs ont montré que le fait d'être opéré par un chirurgien qui a une spécialisation en oncologie, qui a été formé et qui a au moins l'expérience de 50 cancers par an, entraîne un gain en survie de 23% pour ces femmes. Donc facteur prédictif indépendant de la survie sur 30 000 malades. On continue, on est en 2018, et là, regardez, c'est plus 30 000 femmes, c'est 1 million de femmes.
de 18 à 90 ans, atteints d'un cancer du sein, stade 0, 1, 2 ou 3, donc des petits et des gros cancers, opérés. Et là, on a regardé les volumes d'intervention dans les hôpitaux. Aux États-Unis, ils ont classé leurs hôpitaux en 3 groupes. Ceux qui font moins de 150 cancers du sein par an, donc les petits hôpitaux, les moyens, 150-300, et les gros, supérieurs à 300 cancers par an. Et qu'est-ce qu'on voit? Réduction globale de la mortalité de 11% pour toutes les patientes. Mais si je regarde les petits cancers, eh bien c'est là qu'on a les taux de survie les plus améliorés par l'expérience du chirurgien. Ce qui n'est pas du tout évident à comprendre, hein. Et là, on va venir en France maintenant, étude française publiée en 2019 par l'assurance maladie. Et je la trouve très intéressante parce que l'assurance maladie a analysé 43 000 femmes opérées en France et on a regardé la mortalité en fonction des seuils des établissements. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, pour les établissements qui étaient autorisés à pratiquer de la chirurgie mammaire, mais qui en opéraient moins de 30 par an, eh bien, il y avait un doublement du taux de mortalité pour ces femmes-là. De même, la mortalité à la première année était plus que doublée selon que l'établissement avait ou non une autorisation en plus de l'histoire des seuils. Et cette différence s'est maintenue au fur et à mesure du suivi. Donc il a été prouvé, publié, et pourtant ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France, que les caractéristiques de l'établissement et du nombre de patientes opérées influençaient la mortalité des femmes. Donc ça, c'est pour la mortalité. Je crois qu'il n'y a pas besoin de refaire d'études, hein. On en a des grosses, elles sont prospectives, elles sont de différents pays, elles prouvent les choses. Deuxième point maintenant, la qualité de la chirurgie. On ne parle plus de mort de femmes, mais la qualité. Et là, on voit aussi que quand un service n'a pas beaucoup l'habitude d'en faire, les patientes ne vont pas avoir de reconstruction mammaire immédiate, voire pas de reconstruction mammaire différée. Et puis, les établissements ne vont pas faire de la désescalade axillaire. C'est très compliqué, les techniques de ganglions ciblés, etc. Il faut des grosses machines, donc ça ne se fait pas. Donc, perte aussi de la qualité chirurgicale. Alors, quand on voit tout ça, finalement, comment on réagit les différents pays? Quelle est l'attitude vis-à-vis de cette formation des chirurgiens? Puisqu'on voit qu'elle est utile. Eh bien, pour ce faire, on a décidé de faire une enquête avec l'Académie nationale de chirurgie. Et je vous remercie, hein, messieurs les académiciens, d'avoir répondu à cette enquête. La Société internationale de scénologie a contribué aussi. C'est une société mondiale de scénologie. Et le Collège national des gynéco-obstétriciens français, puisque beaucoup de scénologues sont issus de la gynéco. Donc cette enquête a été envoyée à peu près à 300 grands patrons de sociétés savantes dans le monde. Ça a été fait l'été, entre le 15 juillet et le 30 août, et on nous a répondu par mail. Et les réponses ont été enregistrées dans une base de données, et on a posé 30 questions dans ce questionnaire. Première série de questions, c'est quelles sont les données démographiques de votre pays, puisque vous savez que l'incidence n'est pas la même, hein. Il y a des pays à faible incidence, forte incidence. Donc c'est comment dans votre pays, et puis quelles sont vos expériences personnelles. Deuxième série de questions, comment vous êtes formé, vous, chirurgien scénologue, dans vos pays. Troisième question, est-ce que vous avez des critères d'accréditation de vos services ou des critères de qualité pour évaluer vos centres? Et dernière question, est-ce que vous auriez des propositions à faire à l'ensemble des chirurgiens scénologues pour améliorer leur pratique? Alors, voici les réponses. Vous voyez, il y a beaucoup de pays qui ont répondu, les États-Unis, le Canada, toute l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Europe, la Russie, etc., des pays d'Afrique. Au total, ça représente plus de 3 milliards d'habitants. Donc c'est, je trouve, une enquête qui est assez représentative. 132 personnes ont répondu pour représenter leur pays. Alors c'est une majorité d'hommes. Je remercie les messieurs. Les femmes, ce coup-ci, n'ont pas été très très bonnes dans les réponses, que 25%. Qui a répondu? 55% de chirurgiens généraux. C'est encore eux qui font la scénologie dans le monde. 23%, deuxième position, les gynécologues obstétriciens. Et les autres spécialités sont les plasticiens ou les chirurgiens digestifs ou des chirurgiens thoraciques. Et la provenance de ces personnes, on voit que le sein est traité par tout le monde, et c'est très bien, par des CHU, par des établissements privés, par des hôpitaux publics non universitaires ou par des centres de lutte contre le cancer.
Alors, 40% des gens qui ont répondu représentaient leur pays en tant que président de société nationale. Donc je trouve que ça donne de la valeur quand même à cette enquête. 56% pratiquaient la chirurgie mammaire depuis plus de 15 ans, donc un recul sur la spécialité. Et pour la majorité d'entre eux, ils faisaient cette activité-là au moins la moitié du temps. L'autre moitié pouvait être une autre discipline. Et le nombre moyen de cas opératoires par chirurgien dans cette enquête était proche des 200 par an. Alors, il y a 3 situations qui se dégagent dans le monde sur la formation. Premier groupe de pays, c'est les pays qui ont beaucoup de cancers du sein. Vous savez, celui qui en a le plus, c'est l'Australasie, Australie et Nouvelle-Zélande, suivi par les États-Unis et le Canada. Donc, dans ces pays à forte incidence, les fellowships sont vraiment encouragés avec 2 années de formation conseillée pour les chirurgiens qui vont faire du sein, avec, et c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure, on conseille un passage en chirurgie plastique. Il faut que cette formation ait lieu dans des établissements autorisés, soit en termes de nombre de cancers qu'on fait par année ou en termes de plateau technique. Et ce qui est recommandé, c'est que pendant ces 2 ans, les chirurgiens fassent quasiment sans intervention pour du cancer sur 2 ans. Que eux les fassent, qui ne nous regardent pas opérer en étant derrière notre épaule. Et nécessité dans ces formations d'avoir une petite formation complémentaire, pas très longue, mais en anapathie, en imagerie mammaire, en médecine nucléaire, en oncologie médicale et en radiothérapie. Ça, c'est un peu le modèle optimal qui est proposé. Deuxième situation, les pays à faible revenu, qui ont d'ailleurs des cancers différents, qui touchent des femmes plus jeunes, moins de cancers d'ailleurs, plus de mortalité. Eux n'ont aucune idée de la manière dont il faut former pour le moment. Ils ouvrent leurs unités et regardent un peu ce qui se passe. Et la troisième situation, c'est celle de l'Europe. Je vais vous la montrer. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Bien, beaucoup de pays exigent au moins un seuil pour avoir une labellisation cancer du sein de 150 cancers du sein par an dans l'hôpital. Vous voyez, la France, on est vraiment le parent pauvre avec 70. On vient à peine de passer à 70, puisqu'il y a quelques mois, on était à 30. Vous vous rendez compte, 30 interventions pour une année pour un groupe de chirurgiens dans un hôpital. On est à 70, c'est infiniment faible. On n'a pas de nécessité pour un chirurgien. Un chirurgien peut être habilité en France à faire de la cynologie du cancer, même s'il en fait 1 par an. Nous n'avons pas de seuil. Et voilà, il y a des pays qui ont des choses un peu différentes. Par exemple, la Belgique a des hôpitaux principaux et des hôpitaux satellites où ils peuvent se repasser les cas un peu complexes. Et puis, il y a des endroits où on pense qu'il faudrait avoir 2 niveaux de chirurgien scénologue, un niveau 1 ou un niveau 2, mais c'est quand même à la marge. Autre chose, en France, la pratique d'un acte de chirurgie carcinologique mammaire n'est autorisée donc que dans les établissements qui réalisent un nombre minimum d'actes et qui ont une autorisation pour le traitement du cancer. Donc on l'a vu, 70 interventions par an. Mais quand on a interrogé l'assurance maladie avec nos sociétés pour leur dire « mais pourquoi on ne met pas un seuil pour les chirurgiens ?» Ils nous ont répondu ça, donc je vous le mets, pour des raisons avant tout pratiques. Donc c'est clair, hein, avant tout pratique. Les seuils sont appliqués en France au niveau des établissements, au nom des équipes de soins ou des praticiens. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi on est les seuls. Donc finalement, est-ce qu'il faudrait faire une formation juste en scénologie de base, même à des gens qui ne vont pas opérer? Mais comme c'est le premier cancer de la femme, première cause de mortalité de la femme, est-ce que tout le monde ne devrait pas être un peu formé en scénologie, même si on ne va pas aller opérer ces patientes? Je pense que ce serait bien. Ce serait bien, parce que nous, on a des gynéco-obstétriciens qui sortent et qui n'ont jamais palpé un sein et qui n'ont jamais assisté à une intervention chirurgicale mammaire et qui vont voir des femmes. Donc en France, on n'a aucune obligation d'aller faire de la scénologie pendant son parcours de gynéco-obstétrique. Aux États-Unis, oui, il y a une obligation. Et quelle formation maintenant pour les chirurgiens scénologues, donc ceux qui vont aller opérer? Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme pour les États-Unis, le Canada, l'Australasie, avoir des modèles qui semblent excellents sur lesquels on pourrait baser la formation qu'on propose à nos médecins dans le but d'améliorer la qualité de la formation, de l'harmoniser dans toute l'Europe. Et c'est le vœu d'une des sociétés européennes qui s'appelle le ZOMA.
Et dans notre enquête, la plupart des chirurgiens interrogés, la plupart des pays sont prononcés en faveur de cette formation de 2 ans, permettant d'avoir un nombre d'interventions chirurgicales élevé avec un recours et une connaissance de cette chirurgie oncoplastique. Et cette formation devrait se faire dans des services qui ont une autorisation pour le traitement du cancer, qui appliquent les recommandations de bonne pratique de l'INCa et de la Haute Autorité de Santé et qui ont une possibilité de multidisciplinarité. Alors, le calcul à faire, c'est combien il nous faudrait de médecins sénologues finalement en France par an. Donc, il faut tenir compte du fait que les temps opératoires sont plus longs qu'avant, puisqu'on fait quand même beaucoup d'oncoplastique, de reconstruction immédiate, on fait les 2 côtés, donc c'est plus long. Il faut savoir aussi qu'on est obligé, et c'est normal, d'assurer la permanence des soins. Quand on fait de la microchirurgie, ça peut se thromboser la nuit, il faut enlever une thrombose, il faut refaire l'anastomose, il faut qu'on soit sur place. Et puis, d'ailleurs, n'importe quelle chirurgie peut se compliquer d'un hématome au milieu de la nuit, où il peut y avoir une urgence non carcinologique. Donc, assurer la permanence des soins. Et si on tient compte de tout ça, des nouveaux temps opératoires et de la permanence des soins, on pense qu'il faudrait 6 seniors équivalent temps plein formés à la chirurgie mammaire pour assurer la prise en charge de 1000 primo-cancers par an, ainsi que les autres pathologies mammaires relevant d'une chirurgie. Ce qui veut dire en clair qu'il nous faudrait entre 360 et 400 chirurgiens formés par an. Mais comme on a des tout petits centres qui font 70 cancers par an et qu'eux, ils sont moins obligés d'être 2 ou 3 pour assurer la permanence des soins, il en faut plus. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je vous ai mis ce que pensait l'Académie nationale de chirurgie et j'ai trouvé que c'était très bien. Je vous lis peut-être leur phrase. La sénologie, discipline d'organes à part entière, est noyée dans les spécialités chirurgicales dont le champ est immense, où les connaissances de chirurgie plastique sont fondamentales pour réduire au maximum les séquelles. Il est donc choquant, pour les auteurs de ce rapport, qu'aucune instance ne s'intéresse de façon spécifique à la formation initiale, à la formation continue et à la certification du savoir-faire des chirurgiens concernés par cette pathologie, comme cela existe dans plusieurs pays européens et aux États-Unis. Donc je crois que cette alerte est pas mal et elle a été faite en 2022. Donc au total, est-ce qu'il faudrait proposer un parcours sénologie ? Je crois que oui. Je sais que l'Académie nationale de chirurgie, avec le soutien de nos CNU et de différentes sociétés savantes, comme le Collège national des gynécos et la Société internationale de sénologie, pourrait être force de proposition. Je crois que c'est l'Académie nationale de chirurgie qui se doit se battre. C'est une spécialité chirurgicale. Pour imposer quoi ? Qu'il y ait une formation quand même de base en sénologie pour un peu tout le monde, que tout le monde sache quand même palper un sein et avoir quelques réflexes pour ça, et former les chirurgiens sénologues. Et je vous rappelle les données de l'Europe. Il faut, au niveau de la dernière commission parlementaire, on y a assisté, que le cancer du sein soit mis en top priorité, parce que justement, il y a trop de morts actuellement et trop de morts évitables. Priorité. Et puis, assurer une prise en charge des patients de façon équitable sur toute l'Europe, par des gens qui soient formés dans des équipes multidisciplinaires. Donc je crois qu'il ne faut pas laisser la France actuellement telle qu'elle est dans ce domaine-là, où rien n'est exigé pour personne, tout le monde fait n'importe quoi, et des catastrophes, il y en a tous les jours. Merci. Merci, c'est une super présentation, il faut bien le dire, très inquiétante. Parce qu'on a l'impression que la situation est très déséquilibrée actuellement et que pour décréter, par exemple, qu'on va appliquer des seuils brutalement risque de surcharger un certain nombre de centres alors qu'il n'y aura pas forcément les ressources humaines pour faire face à ce cancer dont il faut rappeler qu'il est le cancer le plus fréquent en France. Il est un peu plus fréquent que le cancer de la prostate. De tous les cancers solides, en tout cas. C'est le cancer le plus fréquent. Donc, face à ce cancer qui est le plus fréquent, on a l'impression que l'armamentarium général n'est pas prêt à faire face. Oui, et puis le seuil est resté très bas, parce qu'on attendait l'augmentation du seuil, et on pensait que ce serait au moins 150 comme l'Europe, et on a vu que c'était 70. Et 70, il faut au moins 3 chirurgiens
pour avoir un service, parce qu'il y en a un qui est en vacances, l'autre il peut pas faire des gardes toute la nuit pendant un mois, donc il faut au moins être 3. Et derrière ce chiffre de 70, est-ce que c'est un constat d'insuffisance de moyens qui a fait que si justement on mettait les seuils à 150, on ne pourrait pas faire face brutalement? Mais si, je ne sais pas dans quelle mesure ce seuil a été défini. Je pense qu'on peut vraiment faire face, mais c'est le même problème que la fermeture des petites maternités. Personne ne veut fermer un petit service. Alors, je vois que François Richard a levé la main. Il a participé, comme moi-même, à une époque, à la DGOS, à la commission d'autorisation et de hiérarchisation des actes. Le problème a dû être abordé. François, si tu veux avoir la parole, c'est le moment. Oui, mais justement, on a très bien vu, au niveau de la discussion sur les autorisations, les ARS notamment, et un peu la DGOS, ont refusé de dire qu'il devait y avoir des nombres minimum de chirurgiens par structure. Et à partir du moment où on ne veut pas dire qu'il doit y avoir au moins 3 ou 4 chirurgiens par service de chirurgie, on ne peut pas imposer des nombres de cas importants. Et donc, ça a été directement la conséquence du refus de définir des nombres minimums de chirurgiens par structure. Alors, et la conséquence, c'est aussi, Carole l'a évoqué, celui de l'absence de connaissance de nombre de cas faits par chirurgien. Alors, la CNAM, elle peut savoir, et elle le sait, à l'unité près, combien les chirurgiens libéraux opèrent de cancer du sein. Par contre, elle ne le sait pas pour les chirurgiens hospitaliers, et d'ailleurs pas uniquement pour le sein. Dans le libéral, on sait à l'unité près ce que fait chaque chirurgien. À l'hôpital, on ne le sait pas. On ne le sait pas pour une raison qui est une raison, cette fois-ci, matérielle. C'est qu'il n'y a pas les ressources informatiques actuellement suffisantes pour pouvoir coder l'activité de chaque opérateur. Il suffirait d'avoir les moyens pour le faire. Et alors, il y a éventuellement un moyen, Carole, sur lequel tu pourrais agir. C'est dans la mesure où on a réussi avec Pascal et puis Olivier Aubry-Sonnière de faire accepter par la DGOS le principe que tout service ayant une autorisation de chirurgie devait obligatoirement tous les ans remplir un certain nombre de registres. On peut peut-être négocier avec la DGOS le fait que tous les services qui opèrent des tumeurs du sein doivent remplir à ce moment-là un registre de leur activité de scénologie. Parce que c'est dans la loi, c'est prévu dans un décret pour le principe de l'inscription dans des registres. Et théoriquement, des services qui n'inscriraient pas dans les registres un certain nombre d'activités peuvent ne plus avoir leur autorisation de chirurgie ensuite. Donc là, il y a peut-être une possibilité. On peut en reparler si tu veux. Bien sûr, et d'une façon générale de la culture des registres. Cette mortalité qui est 2 fois supérieure pour ceux qui font moins de 30, c'est un chiffre qui, imaginons que ce soit distribué comme ça dans le domaine public, par les médias, ce qui ne manquera pas d'arriver, j'imagine, peut créer une espèce de mouvement de panique, presque, pour les patientes qui auront eu un récent diagnostic. Est-ce que je suppose qu'on est allé un peu plus loin dans l'analyse de cette mortalité. Est-ce que c'est plus... on peut dénombrer les complications chirurgicales, par exemple. Ça, pas besoin des ordinateurs de l'hôpital pour les connaître. C'est une façon pour la CNAM, en particulier, d'aborder cette question des seuils. Et on a aussi l'étude de Guy Valencien qu'on a vu, le cancer à la prostate. C'est-à-dire que plus les seuils sont bas, plus le taux de complications s'élève. Donc il y a l'aspect chirurgical pur. Mais j'imagine aussi, par rapport à ce qui nous a été présenté tout à l'heure, qu'il y a aussi la question de l'organisation, qui peut être pénalisante dans l'acuité diagnostique, dans la variabilité des propositions de soins personnalisées, etc. Je pense que c'est multifactoriel. Il y a même des problèmes de diagnostic à la base, même avant même qu'on opère. C'est ça, l'acuité diagnostique, ou de stadification en tout cas. Je consultais hier, une patiente est venue, on est en 2023, avec une mastite carcinomateuse, une jeune femme de 35 ans, et en fait elle avait consulté déjà 3 chirurgiens dans l'année qui suit, chacun avait dit c'est un fibroadénome.
C'est en 2023 et c'est en France. Donc je pense que le problème ne vient pas de ces gens-là, il vient des formateurs. On n'a besoin de rien, on n'a pas de diplôme, on n'est pas une spécialité. On peut avoir fait un internat d'obstétrique, faire que de l'obstétrique, aller s'installer, faire du cancer du sein sans en avoir jamais opéré un et sans diplôme. Donc c'est pas normal qu'il n'y ait pas de formation diplômante, qu'il n'y ait pas de parcours et que finalement on paye cher tout ça. Que dit la Société savante ou le CNP de gynécologie sur le sujet, sur cette question-là? Est-ce qu'il y a une position officielle? C'est un vrai sujet et qui s'est complexifié par la réforme de l'internat, puisque maintenant il y a plus de 4 ans avant le docteur junior. Et que dans ces 4 années, parfois ils n'arrivent pas à s'inclure un stage de sénologie, même quand ils le veulent, hein, les internes. Quand vous avez fait une année de chirurgie hors gynéco, une année de chirurgie gynéco, que vous avez fait votre PMA et votre obstétrique, il n'y a plus de temps. Donc, il y avait une question à droite. Question sur la formation. Est-ce que... enfin, je suis là, Carole. Je suis là. Oui, je suis là. Jean-Pierre Rosenbaum est là. Non, il y a une main qui se levait aussi. Et donc, alors, la question, alors je suis impressionné par le faible nombre de chirurgiens qui s'intéressent à ce domaine. Alors, est-ce que c'est un des intérêts simples pour la discipline? La première question. La deuxième chose, c'est par rapport à la formation. Est-ce qu'on utilise pour la formation des scénologues les technologies actuelles de métavers, d'apprentissage à distance, etc., qui pourraient être des techniques justement pour amplifier la connaissance et la pratique de cette discipline? Alors, je ne dirais pas que les chirurgiens ne s'intéressent pas à la scénologie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'internes qui ont envie de faire des stages en scénologie, mais avec les nouvelles maquettes, ils ne peuvent pas. Comme on est dans la gynéco-obstétrique. Quand on a fait nos 2 ans d'obstétrique, quand on a fait notre année de chirurgie gynéco et notre année de non gynéco, par exemple dans un service de digestif, les 4 ans sont passés, on n'a plus la possibilité. Et pour la formation, c'est une formation qui est classique. On fait du compagnonnage, on utilise aussi des techniques nouvelles. On a, chez nous, l'IHU et l'IRCAD qui peuvent contribuer à des... Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, encore une fois, c'est le cancer le plus fréquent. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de cas pour que tous les chirurgiens soient formés. Donc c'est vraiment une question de maillage, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire de reconcentration des moyens. Il n'y a pas de formation. Vous êtes cardiologue, vous faites des études de cardio, vous voulez faire de l'obstétrique, et vous passez un diplôme, vous faites un DES, vous êtes obstétricien, vous avez fait de l'obstétrique. En fait, quand vous voulez faire de la scéno, vous n'avez pas de diplôme, c'est pas une spécialité. Ouais. On est issu du digestif, on est issu de la gynéco, et personne ne nous demande un diplôme, personne ne nous demande d'avoir validé une formation. Il faut que les moyens soient concentrés. Hubert Joannet, Charlotte, tu voulais dire la spécialité ne s'est pas posé la question d'une option, de la création d'une option ou d'une FST. Enfin, moi, je peux vous dire, pour être au CNP de viscéral et digestif, les digestifs ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, ceux qui voudraient continuer à en faire, ils seraient prêts à aller apprendre chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, créer une option ou une FST, ça serait assez logique par la spécialité. C'est ce qu'on réfléchit avec le CNU de gynéco, créer ça au moins. Bien sûr. C'est ça, c'est tout le débat. Est-ce qu'on en fait une spécialité à part et on monte au créneau sur ça, ou est-ce qu'il faut en effet une formation complémentaire? Parce qu'en fait, la spécialité de gynécologie obstétrique, elle est très vaste. Ça va aussi de l'échographie avec le diagnostic anténatal, ça va sur toute la cancéro, toute l'obstétrique avec la pathologie. Dans la cancéro, il y a la scénologie, il y a le pelvis. Donc en fait, est-ce qu'il faut... En tout cas, il faut au minimum faire une formation complémentaire et spécifique. Ça, c'est à mon avis sûr. Mais dans notre enquête, là, les gens ne voulaient pas que ce soit une spécialité. Hein. Beaucoup ont gardé autre chose en plus. Et je pense que ça peut être bien de faire et du digestif et du sein. Il n'y a pas d'obligation à faire que du sein, mais si on fait du sein, qu'il y ait au moins une formation. Enfin, c'est l'épidémiologie qui commande, en l'occurrence. Oui. D'autant qu'on a 2 notions, l'augmentation du nombre et l'augmentation du taux de mortalité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les augmentations attendues des taux de mortalité pour lesquels on peut discuter de formation aussi des médecins. Donc ça me pose un vrai problème. Oui, vous vouliez discuter. Nathalie Bricou, comme tu le sais, j'ai fait de la chirurgie du sein exclusivement en privé pendant plus de 30 ans. Et j'ai beaucoup souffert, parce que je pensais faire une carrière hospitalière, de ne pas faire de l'enseignement. J'avais des gens qui venaient en candidature spontanée apprendre le peu que j'avais compris. L'enseignement actuellement se fait que dans les CHU. Est-ce qu'on pourrait enfin faire tomber cette barrière entre le privé et le public
Et par le biais de nos sociétés savantes, on sait très bien en scénologie, en chirurgie plastique, qui fait beaucoup de seins, et recevoir des gens en formation de chirurgie plastique du sein. Alors ça, c'est en cours, hein, mais toutes spécialités confondues, il y a le MSU, les maîtres de stage universitaires qui peuvent être dans le privé. C'est des formations, des agréments demandés à la faculté avec des formations à faire, et ça, on peut accueillir. Actuellement, notamment en gynéco, il y a des partenariats aussi d'internes qui vont faire un semestre dans des cliniques privées, en tout cas nous à Toulouse, et c'est connu sur le territoire. Le MSU, c'est pareil, c'est mis en place. Et là, ce qui est nouveau et qui est en train d'être mis en place, c'est les chefs de clinique territoriaux. C'est-à-dire avoir des clinicas, ce n'est pas dans le privé, ça c'est dans les CHG, mais avoir des chefs de clinique partagés pour en fait envoyer des universitaires, ça sera en CHG. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours et en train d'être faites. Oui, mais ça, C'était c'est le à la débat de ce matin où on était vraiment ravis d'accueillir des privés, des publics, des hôpitaux périphériques, des CHU, etc. C'est capital. Mais il faudrait au moins qu'on ait un parcours qui soit validé. Vous voyez, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'exigence. Dernière question, Jean-Claude Oui, c'est Cofinal. pas une question, c'est une information pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir que ça serait une bombe si c'était. Eh bien, il y a eu une émission, vous l'avez peut-être vu, c'est de complément d'enquête sur la 2 qui montrait exactement tout le problème de la scénologie en France. Les centres avec 10 cas, avec 20 cas, aucune réaction de l'ARS, etc., plus les commentaires. Donc ça a été très largement diffusé, puisque je crois qu'il y avait... Ça m'a tellement stupéfait de le voir exposé comme ça, que j'avais regardé l'audimat qui était 1 million de spectateurs. Bon, eh bien, Mais on les peut femmes- confirmer que l'Académie va se saisir du sujet. Tout ce que, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ont fait la communication pour toi aujourd'hui, mais tous ces éléments qui sont excessivement préoccupants et choquants en termes de santé publique étaient parfaitement énoncés. Mais c'est pour ça qu'il faut que l'Académie nationale de chirurgie, avec ses académiciens et ses académiciennes, s'empare de ce sujet. Ça sera C'est à fait. nous de le résoudre. Merci Carole, ça sera fait. Merci, bravo, c'était très important. On est dans les temps.